Alors bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, nouveau format avec une interview. Donc un coup de temps en temps, je vais vous proposer une interview d'un contrebassiste d'un univers ou d'un autre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Manu. Bonjour, Bonjour, Manu salut. Grimonpré. Donc interview tout de suite, alors jingle. Donc Manu, parle-nous un petit peu de... Tu es contrebassiste de jazz, raconte-nous un peu. Oui, donc moi je suis contrebassiste de jazz, ça fait quand même, ça va faire plus de 30 ans que je suis professionnel entre guillemets, parce que bon, qu'est-ce que c'est un professionnel en France, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est professionnel parce qu'on est intermittent ou intermittent parce qu'on est professionnel? Enfin bon, comme il n'y a pas de statut officiel, mais disons que voilà, je joue de la contrebasse dans un cadre professionnel depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc Et donc, dans le domaine du jazz uniquement ou... oui, oui, maintenant, enfin, depuis pas mal de temps, uniquement du jazz. Ouais. J'ai fait un peu d'autres musiques. C'est comme, je crois, comme pas mal de monde. Au départ, moi, au départ, tu vois, j'ai grandi à Rennes. Donc, j'ai commencé à jouer du rock à la basse électrique dans des groupes de rock à l'époque la fameuse époque du rock à Rennes au début des années 80, tu vois, où tout le monde dans cette ville-là faisait du rock. Donc j'ai commencé comme ça en jouant de la basse électrique dans un groupe de OC, et voilà. Et puis après, bah, comme pas mal de monde, je pense, j'ai joué dans pas mal de contextes différents, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, bah, d'une part, tu commences à savoir de mieux en mieux là où tu es bon et là où tu peux être compétent, et puis là où tes goûts te portent aussi, c'est-à-dire que tu fais le tri par rapport à ce que tu as envie de jouer, et puis professionnellement, le tri se fait tout seul aussi, parce que malgré tout, en France, les choses, même si ça a évolué par rapport à une certaine génération, je pense que les choses sont peut-être un peu plus ouvertes maintenant, mais malgré tout, les choses restent assez cloisonnées. Donc, à partir du moment où professionnellement, tu as une certaine étiquette, tu es connu pour jouer ce genre de choses, bah, les gens t'appellent pas dans d'autres domaines non plus, quoi, tu vois. C'est-à-dire que plus tu avances, plus tu te spécialises quelque part, entre guillemets, quoi. Voilà, donc Donc, t'as trouvé ta voie plus dans le jazz. Et là, je t'avais vu jouer avec Christian Vander. ouais, donc voilà, moi, ça fait, là, ça va faire plus de 20 ans que je joue dans les quartets ou trios de Christian. Et donc voilà, ça, par exemple, le fait de jouer avec Christian Vander, dans l'esprit de certains, t'as forcément une certaine étiquette qui t'est collée sur le front et t'es catégorisé dans un certain style esthétique. Ça, c'est bon. Après, c'est dur de définir des étiquettes ou des styles, mais c'est vrai que je reste quand même dans principalement dans ce que Art Blakey a du hardcore jazz. Hardcore Voilà. jazz. C'est-à-dire du jazz acoustique qui swing. Voilà. Disons que moi, au niveau de mes goûts, c'est clair que mes goûts me portent vers de la musique qui swing, quoi. D'accord. Donc tu nous disais que tu as commencé par la basse électrique et tu es venu après à la contrebasse. Tu peux nous raconter un petit Bah, peu tes c'est-à-dire débuts? Est-ce que que tu as commencé avec un bah, prof? pour rebondir un peu justement sur ta petite vidéo de ce matin, de à quel âge peut-on commencer à jouer? Moi, j'ai commencé la musique assez tard, en fait. Mhm. C'est-à-dire, j'ai commencé en jouant de électrique dans des groupes de rock quand j'étais au lycée. Et parallèlement, j'aimais bien le jazz, j'en écoutais déjà. Et puis, donc pendant que j'étais au lycée, dans une MJC à côté du bahut où j'étais, il y a un gars qui était prof au conservatoire de Rennes qui a monté un atelier de jazz auquel j'ai participé et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à jouer du jazz. Et du coup, bah, je me suis inscrit en contrebasse au conservatoire de Rennes quand j'étais en terminale et j'ai commencé à apprendre la contrebasse bah, par le classique pour avoir un peu
de technique, tu vois. Bon, j'ai pas poussé ça très loin, je suis allé jusqu'au diplôme, tu vois, en contrebasse classique. Et Voilà, ce qui après, représente 6 ans, 7 ans? oh bah non, j'ai bouclé mon diplôme en 4 ans en fait. 4 ans. Oh oui, J'ai donc tu as été vite quand même. Tu as grillé un j'ai peu beaucoup des bossé, étapes. ouais. Et après, bah, j'ai pas continué sur ce qu'ils appelaient à l'époque préparatoire supérieur, parce que bah, en ayant commencé assez tard, d'une part, même si j'ai pris goût pendant l'époque où j'étais au conservatoire à jouer en orchestre classique, si tu veux, faire du symphonique, mais j'avais pas du tout envie d'aller dans ce milieu-là, de toute façon. J'apprenais la contrebasse vraiment pour faire du jazz. Très bien. Et du coup, Donc, tu as appris de la technique, évidemment, par des professeurs de musique classique. Du coup, ça donne une vraie technique de ouais. l'instrument. Après, il y a l'apprentissage du jazz qui est autre chose, de jouer sans partition, de jouer, d'apprendre le Oui, alors répertoire. voilà, Comment tu es rentré là-dedans? c'est-à-dire que moi, j'ai fait le conservatoire où j'ai eu la chance d'avoir un très bon prof au niveau de l'instrument. Et puis en parallèle, bah, après le bac, j'ai fait un doc de musicologie parce que bah, je savais pas lire la musique, tu vois, pour rattraper un peu le retard technique entre guillemets que je pouvais avoir. Mais parallèlement, j'ai continué à jouer dans des groupes de rock, à commencer à faire des gigs de jazz localement et régionalement. Donc assez vite, je me suis retrouvé à faire des gigs, quoi, en fait. Et à, euh, Au départ, j'ai commencé à jouer professionnellement, je dirais, vers 84-85 et à être intermittent du spectacle. Et voilà, quoi. C'était au début où l'intermittence avait été mise en place par Jacques Lang. Et à l'époque, il y avait du boulot. En Bretagne, en plus, il y avait tout un réseau de cabarets. On pouvait bosser, il y avait du boulot, quoi. C'était une époque où le métier de musicien avait encore un sens, je dirais. Voilà. Et où quand tu faisais un cachet, tu étais payé à l'époque 500 francs net déclarés quand tu joues dans un bar. Alors que maintenant, je vois les jeunes gars, ils jouent pour 70 euros au black ou pour la feuille de Guzo gratuitement. Tu vois, bon, Voilà. c'est pour ça que, en petit aparté, quand je les vois se battre pour défendre le régime d'intermittent, je suis quand même un peu sceptique sur la défense de ce régime qui pour moi est un fourre-tout invraisemblable. Mais bon, tu pourras couper si tu veux au montage, c'est un aparté. Donc pour revenir à mon parcours, j'ai assez, j'ai toujours joué. Euh, j'ai pas fait le conservatoire et après j'ai joué, si tu veux. J'ai commencé par jouer. C'était naturel. Voilà. Comme tu C'était commençais en faisant naturel du de rock, jouer dans un groupe sans partition voilà, et de c'est ça. rentrer dans C'est-à-dire qu'en plus, l'impro. c'était l'époque du punk et tout ça, où Voilà. bah, même si tu savais pas jouer, tu prenais un instrument, tu montais sur scène. Tu vois, donc j'ai commencé comme ça. Mhm. Voilà. Et petit à petit, bah, j'ai continué. Et puis après, au niveau du jazz, bah, bon, je suis principalement autodidacte, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de classe de jazz dans les conservatoires et tout ça. Donc j'ai pris des cours particuliers. Euh, Il y a euh, bah, à Rennes, quand j'ai commencé à faire de la contrebasse, il y avait Gilda Beauclet, qui est un excellent contrebassiste, qui était déjà beaucoup plus avancé que moi, et sur l'instrument, et dans le jazz, qui m'a donné des bases théoriques et un peu des pistes pour travailler. Et puis après, j'ai pris quelques cours particuliers avec Ricardo Delfroy aussi. Enfin bon, voilà. Mhm. Et puis, mais la plupart des, j'ai appris sur le tas en jouant et puis en écoutant les disques, enfin, comme on faisait à l'époque, quoi. Tu vois. Voilà. Faire du relevé. Et faire du relevé, voilà, écouter les disques avec les cassettes que tu faisais, t'enregistrais ton vinyle sur une cassette et tu faisais tourner ta cassette. Voilà, parce que sinon le vinyle, au bout d'un moment, tu le rayais si tu, à force de le remettre. Donc on faisait avec les cassettes à l'époque. Mais voilà quoi. Et puis en jouant avec des gens. Alors comme beaucoup de, c'est pareil, c'était l'époque.
du jazz français, entre guillemets. Donc, j'ai commencé à jouer dans des groupes régionaux où on jouait surtout des compositions. On essayait de bricoler en n'ayant pas beaucoup de notions de... C'est-à-dire que l'apprentissage était vachement empirique à l'époque. Tu vois, quand tu arrivais à trouver un vinyle de Wayne Shorter, tu étais vachement content, par exemple. Là, maintenant, tu vas sur YouTube, tu as, je On sais a pas, tout. un film de Miles Davis, de Rollins, qu'on a réussi à trouver 5 minutes. Ah, Incroyable. il y a une petite coupure. Mais oui, alors en Ouais, effet, et du coup, tu te servais quand même, tu as appris à lire les grilles comme un readbook, etc. ou c'était pas nécessaire pour toi? voilà, ouais, voilà, c'est ça. Alors, voilà, on jouait les grilles du Reelbook qui étaient truffées d'erreurs, tu vois, enfin, c'était vraiment empirique. Rétrospectivement, quand je me rends compte de comment on jouait les choses, euh, c'était très empirique. Et quelque part, c'était pas plus mal qu'on joue des compos et des choses comme ça, parce que bah, du coup, ça évitait de faire trop d'erreurs par rapport au langage, entre guillemets, si tu veux. Tu vois. Et puis après, bah, comme on a commencé régionalement à inviter des musiciens plus expérimentés, je me rappelle, on a fait beaucoup venir des gens, notamment Tony Pagano, qui est un sax américain qui à l'époque vivait en Normandie. On avait invité Michel Goldberg, Sarah Lazarus, des gens qui avaient déjà plus d'expérience et qui du coup nous ont appris des choses, quoi. Et après, c'est pareil. Bah, j'ai commencé en tant que jeune musicien à jouer avec des musiciens régionaux de jazz plus expérimentés qui m'ont formé sur le tas, si tu veux. L'apprentissage se faisait vraiment sur le tas. Et après, ben, je suis mon mari, entre guillemets, comme beaucoup de gens, pour, pour justement continuer à rencontrer des musiciens plus expérimentés et plus, comment dire, qui avaient plus de connaissances, si tu veux. Donc, je suis monté à Paris en 89 et là, j'ai rencontré et j'ai commencé à jouer avec des gens comme Simon Goubert, comme Jean-Michel Couchet, etc. Qui étaient des gens de ma génération, mais qui avaient déjà beaucoup plus d'expérience que moi. Et j'ai continué à me former comme ça sur le tas, quoi. Voilà. Tu vois. Donc là, tu confirmes que la transmission directe en jazz, ça reste, et en musique improvisée, quelque chose de Ah ben, fondamental, de oui, je pense côtoyer des que de toute musiciens. façon, même si les écoles se sont beaucoup développées, ça reste une musique de transmission orale. Et Absolument. que justement, moi, ce que je constate par rapport à la scène actuelle, c'est que les jeunes musiciens sont beaucoup mieux formés que nous, on l'était à l'époque, techniquement, théoriquement, etc. Sur l'instrument, je vois les jeunes bassistes, ils ont 10 fois plus de technique que j'en aurais jamais. Et voilà. Mais par contre, ils ont plus ce contact avec les anciens, entre guillemets, que nous, on pouvait avoir. Moi, quand je suis arrivé à Paris, les jam sessions au Sunside, c'était au Sunset à l'époque, en bas, c'était George Brown, pardon, Albi Culaz et Michel Graillet qui faisaient la section rythmique. Donc, tu n'allais pas faire le bœuf comme ça, n'importe comment. Et quand tu allais faire le bœuf, ben, t'apprenais, quoi. Tu vois, la transmission se faisait des anciens vers les jeunes qui apprenaient sur le tas en jouant avec les anciens. Et je pense que ça, c'est un truc qui manque maintenant. Beaucoup, en fait. Ouais, mais Cette c'est toujours transmission. possible, ça reste possible Bah, de transmettre, mais c'est beaucoup moins moins parce que l'habitude. d'une part, Ouais, les clubs ne sont plus des clubs et que la plupart du temps, les jam sessions, elles se font en petits cercles fermés entre jeunes musiciens. Tous les gens qui avaient sur la scène à Paris quand moi j'y étais, ils y sont plus. Ils y sont plus. Euh, les Oliver Johnson, George Brown, Arvanitas, bon, il reste Alain, qui est un peu
la caution de jazz de la scène parisienne, mais c'est guère le seul qui reste. Voilà quoi. Tu vois, donc pour moi, cette transmission orale, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Quelque part, moi, je me rends compte que culturellement, par exemple, pour beaucoup de jeunes musiciens, le jazz, il commence avec Brad Meldo. Tu vois, ce qu'il y a avant, ils ont une vague idée, ils ont écouté trois quatre disques de Monk, trois quatre disques de Parker, trois quatre disques de Mingus peut-être, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de jouer avec des gens qui ont connu cette époque-là de première main, si tu veux. Oui, mais c'est bien compliqué, Voilà, évidemment. tu vois ce Évidemment. que je veux dire. Mm. Et je pense que c'est là qu'est la différence, beaucoup, quoi. Donc, effectivement, ils sont mieux formés, beaucoup mieux formés que les gens de ma génération, mais il y a un truc qui s'est perdu au niveau de la transmission et du coup d'un certain état d'esprit de la musique aussi, quoi. Oui. Bah, le jazz Voilà. a une, voilà, a une bonne centaine d'années maintenant. Du coup, voilà, les générations se transmettent une patate Ben, chaude c'est-à-dire que voilà, les qui se supports transforme. évoluent et les moyens de transmission évoluent. La scène n'est plus ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus de vrais clubs. Il n'y a plus de vrais clubs. Le seul endroit où il existe encore quelques vrais clubs, c'est à New York. C'est la seule ville que je connaisse où il y a encore un peu cette vibe de la façon dont ça pouvait se passer à l'époque où cette musique-là a été créée vraiment, quoi, si tu veux. D'accord. Il y Et, a les clubs de New York, tu saurais dire lesquels et te encore, plaisent ou... Ouais, même à New York, il en reste quelques-uns, comme Smalls, qui sont encore un peu des laboratoires où les générations peuvent se croiser, tout ça. Mais même là-bas, ça devient. C'est plus ce que c'était, entre guillemets, quoi. Tu vois, c'est plus la même façon de transmettre la musique. voilà, la Ça, c'est pression sûr. économique sur les clubs a radicalement changé Bah, la c'est-à-dire que façon beaucoup dont de ça pouvait se clubs passer. maintenant, c'est des petites salles de concert. C'est des Bien petites sûr, salles de concert, bien sûr. mais c'est plus des clubs. Tu vas à Paris, euh, tu vois, là, vu les tarifs d'entrée, vu comment ça fonctionne, il y a plus ça n'a plus rien à voir avec ce que moi j'ai pu connaître encore quand je suis arrivé à Paris fin 88, quoi, tu vois, dans les années 80. Hein, Bien sûr. où effectivement, tu avais plein de musiciens qui étaient là présents. C'était vraiment un lieu de rencontre de plein de musiciens et de plein de générations. Mhm. Et des musiciens américains et des musiciens français. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire, il y avait beaucoup plus de brassage, je pense. Et puis donc après, en 93, j'ai pu bénéficier de la bourse Lavoisier du ministère de la Culture et qui m'a permis d'aller passer 3 ans à New York. Donc je suis resté à New York de 93 à 96 et là, bah, c'est pareil, j'ai eu quand même eu beaucoup de chance parce que je suis tombé à un moment où il y avait un genre de renouveau de la ville à New York. Ça sortait du marasme des années Reagan et où il y avait une explosion d'endroits et où émergeait toute la génération des gens qu'on connaît maintenant. Euh, les Brad Meldo, les gens-là, Kurt Rosenwinkel, tous ces gens-là, on les rencontre, ils étaient sur la scène, c'était les jeunes musiciens, j'ai pu croiser tous ces gens-là quotidiennement. C'est des gens avec qui on pouvait faire le bœuf, faire des sessions, faire des gigs tous les jours en étant là-bas. Mhm. Donc j'ai eu cette chance-là d'arriver, de passer 3 années à New York à un moment qui était quand même assez exceptionnel, je pense. Est-ce que tu Dans, penses que dans... ça reste vrai maintenant d'aller à New York pour rencontrer des musiciens? Tu penses que c'est là-bas qu'on peut vraiment apprendre plein de choses? Bah écoute, j'aurais du mal à te dire parce que ça fait longtemps que j'y suis pas retourné, Mhm. mais a priori, oui, je pense que ça reste, comme je disais tout à l'heure, le Ouais. seul endroit encore
où cette vibe entre guillemets du jazz existe encore, où il y a encore un peu cet échange-là, où tu peux encore dans un club croiser des musiciens, je dirais, de renom, entre guillemets, ou je sais pas, enfin bon, quel terme on peut employer, Ouais, et qui font éventuellement progresser jouer le jazz avec eux. maintenant, des gens qui font progresser les choses et qui ont cet état d'esprit Voilà, de créer dans l'héritage de ce qui s'est passé. Ouais, voilà, ouais. ouais, Sauf que, bah voilà, en même temps, je crois que même là-bas, c'est plus. Moi, à l'époque où j'étais à New York, je sais pas, on devait être maximum 10 Français à être à New York à cette époque-là. bien sûr. Maintenant, visiblement, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes musiciens, ils vont faire un petit séjour à New York d'une semaine ou deux, ils reviennent, etc. Et puis, ouais, ça fonctionne plus du tout pareil. Quelque part, ça s'est beaucoup plus internationalisé qu'à l'époque où moi j'y étais. Il y a plus d'échanges quelque part, mais un peu un échange hors sol dans la mesure où justement il y a beaucoup moins cette présence de, des anciens sur la scène qui permettait d'avoir l'info de première main, entre guillemets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Transmission directe. Et alors De maintenant, transmission directe par des gens qui, tu vois, moi c'est vrai que quand j'étais à New York, j'ai eu la chance par exemple de jouer avec Gil Coggins, qui est un pianiste qui est sur les premiers disques de Miles et qui a joué avec Parker, tu vois. Donc, et ça n'existe plus. Ces gens-là, ils ont disparu, ils sont plus là, tu vois. Et ça, bien c'est, sûr. voilà, bon, de l'avantage d'être un peu vieux aussi, peut-être. Alors par contre, au quotidien, quel rapport tu as avec ta contrebasse? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as des routines? Quel rapport t'entretiens avec ton instrument? Moi, dans la mesure où je joue beaucoup moins actuellement, moi, j'ai pas une routine régulière comme à l'époque où je jouais régulièrement, hein. C'est vrai que dans mon parcours, quand j'étais au conservatoire, bah, effectivement, toi, j'ai travaillé l'archet, j'ai travaillé la technique, les positions au pouce et tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à jouer du jazz, bah, de plus en plus, moi, je ce que j'aimais, c'est-à-dire bah, les bassistes qui m'attiraient le plus, c'était pas forcément des bassistes virtuoses, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus fan de Will Burware que de Eddie Gomez, par exemple. Mhm. Et donc, j'essayais de trouver ce son, et donc je suis allé plus, j'ai plus axé mon travail sur le tempo, sur la construction des lignes de basse, etc., que sur développer de la virtuosité dans les chorus, quoi. Et puis, donc après, j'ai commencé déjà pour avoir plus de son par rapport parce qu'au départ, je jouais comme dans les années 80, comme beaucoup de gens à cette époque-là, avec une action assez basse. On jouait tous avec l'ampli, avec un son plein de médiums horrible. Enfin, tu te rappelles le son des années 80, quoi. Enfin, Voilà, fallait que ça perce. euh, Fallait que ça ouais, puis perce, être bon, véloce. Mhm. ouais, mais bon, donc un son assez artificiel, tout ça toujours avec l'ampli. Et puis bon, moi je me rappelle, c'est François Moutin qui avait fait le bœuf sur ma basse. Il est un jour où il était passé en Bretagne, où on jouait, il y avait un festival à Rennes et il y avait une jam session après coup. Il avait joué sur ma basse et il m'avait dit oui, mais ton réglage de cordes là, il est beaucoup trop bas, faut que tu remontes tes cordes pour avoir plus de punch et tout ça. Donc j'avais commencé déjà à jouer avec une action plus haute, mais c'était toujours pas le son que je voulais, quoi. Et pour moi, la révélation, entre guillemets, elle s'est faite à Paris. Une fois, quand j'étais à Paris, j'ai rencontré un contrebassiste américain qui était de passage à Paris, qui s'appelle Ed Bennett, et qui est un excellent contrebassiste à Portland, dans l'Oregon, et qui était venu passer
Bon, il était resté un mois et demi à Paris avec sa basse et lui il jouait corde-boyau. Et moi j'avais jamais vu ça, personne m'avait jamais, personne en France ne jouait comme ça à l'époque. Voilà, c'était pas Personne. cette mode. Tout le C'était monde pas cette jouait mode. avec des cordes métal, avec une action plus ou moins haute, mais personne ne jouait corde-boyau. Et là, ce gars qui était venu avec, il avait amené sa basse des États-Unis et il venait, je me rappelle, faire le bœuf au Duc des Lombards, à l'époque où le Duc des Lombards était un vrai club de jazz et où il y avait des jam sessions jusqu'à pas d'heure tous les soirs. Maintenant, c'est le Et vendredi. il venait faire le bœuf avec sa contrebasse et là, j'ai enfin entendu le son que j'entendais sur les disques, que je cherchais depuis des années. Du coup, j'ai laissé tomber l'ampli et j'ai commencé à jouer avec des cordes boyaux, avec une action haute. Et donc, j'ai retravaillé toute ma technique parce que effectivement, tu joues pas du tout pareil avec des cordes boyaux et Ça n'a avec rien à des voir. cordes métal, autant à la main droite qu'à la main gauche. Et et là, c'est vrai que avec une action comme ça, tu vas pas aller faire le guignol dans les positions au pouce, beaucoup moins en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Bien Tu sûr, joues de la basse. bien sûr. Et après, c'est un choix esthétique. Hein. Moi, Absolument. voilà. Mais moi, c'est ça que je cherchais. Et donc, j'ai réorienté mon travail là-dessus pendant pas mal d'années à travailler la projection du son, le time, etc. Pour toi, à jouer, par exemple, je me mettais le disque des Jazz Messenger de Big Beat et je jouais avec le disque et voilà pour ce genre de choses quoi. J'ai plus travaillé dans cette optique-là et c'est ça qui m'éclate quelque part dans la basse quoi. C'est d'être la fondation du groupe et d'assurer le tempo pour que les autres puissent notamment voilà parce que je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette musique-là, c'est l'interaction rythmique qu'il peut y avoir avec entre les musiciens, hein, voilà quoi. Et c'est pas hasard du coup si je joue avec Christian non plus, tu vois, voilà. Évidemment. Là, c'est Parce, le climax parce que de voilà, cette interaction, bien sûr. voilà, c'est-à-dire que moi j'aime bien jouer avec des batteurs qui ouvrent les choses et qui sont pas, qui te mettent pas un appel tous les 4 temps sur le premier temps, quoi. Voilà. Bon, voilà, chacun fait son boulot et toi, tu peux assurer la rythmique aussi bien que le batteur, c'est ça? Non, puis je pense que ça vient aussi de mon passé rock où, si tu veux, moi j'aime bien jouer les fondamentales, être un bassiste qui assure l'ancrage des choses. Voilà. Voilà. Je crois que tu choisis ton instrument aussi par rapport au rôle que tu as envie de jouer dans la musique, Absolument. quelque Absolument. part. Ouais, Et absolument. voilà, moi je me sens comme un bassiste. Exactement. Et voilà, autrement, c'est vrai que, bon, par exemple aussi, pendant que j'étais à New York, j'ai joué pas mal de musique latine, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait aussi dans le concept rythmique, le fait de jamais jouer un premier temps. Et tu vois, le tumbao de basse où tu joues la tonique sur le quatrième temps. Le concept rythmique du tumbao dans la musique latine, ça c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé et qui me sert beaucoup, par exemple, pour jouer modal. La musique de Coltrane aussi, c'est des choses qui m'ont beaucoup servi. Donc j'ai fait pas mal de musique latine quand j'étais à New York. J'ai pu prendre quelques cours avec Andy Gonzalez, qui était vraiment le maître de cette musique-là. Et puis, et avec d'autres aussi. J'ai joué dans quelques groupes de salsa pendant que j'étais là-bas. Et ça m'a pas mal apporté aussi. Pour résumer les choses de façon un peu caricaturale,
je préfère écouter un disque de James Brown qu'un disque de musiques improvisées européennes. Tu vois. James Brown. Ok. Donc, J'y trouve plus mon compte. Voilà, le c'est-à-dire que groove, je d'abord. préfère un bon disque de funk ou de voilà, le groove est quelque chose de très important pour moi, quoi. Et dans le jazz, je recherche ça aussi, quoi. Yes. Alors, tu Pas aurais peut-être forcément un conseil, t'aurais peut-être un conseil pour les gens qui démarrent ou qui sont jeunes en contrebasse, ou en tout cas jeunes en contrebasse jazz ou improvisé, pour comment développer le groove. Comment on peut aller vers le groove? Bah, déjà, moi, je ne peux que trop conseiller de travailler avec le métronome. Le métronome est le meilleur ami du musicien. Même si ça peut sembler, alors c'est pas, ça résout pas tous les problèmes si tu veux, mais moi je sais que j'ai beaucoup travaillé avec le métronome sur le deuxième et quatrième temps, Mhm. On va en à la parler. place de la Exactement. Charlet, C'est la base. voilà. Et parce que c'est la pulsation du jazz, si tu veux. Cette Exact. pulsation sur le deuxième et quatrième temps, le backbeat, c'est la pulsation du funk aussi, par exemple. Hein, Voilà. donc, de toutes les musiques noires américaines. Voilà, le 2 et 4. Et, mais faire ce travail-là, pas pour apprendre à garder le tempo. Le tempo, la pulsation, c'est une pulsation intérieure, si tu veux. Mais pour chercher le placement par rapport au temps. C'est-à-dire que le métronome ne doit pas être là pour te donner le temps, mais c'est toi qui dois trouver ton placement par rapport au métronome pour, entre guillemets, faire swinger le métronome, qui est quelque chose de complètement inerte et mécanique. Mais toi, par ton placement, parce que effectivement, tout le monde n'a pas le même placement. Il y a des bassistes qui jouent très sur le temps, d'autres plutôt devant, d'autres plutôt au fond du temps. Moi, je sais que j'ai tendance à jouer au fond du temps, ce qui peut, enfin, moi, je m'en suis rendu compte, ça peut décontenancer pas mal de batteurs. Je sais qu'il y a des batteurs qui ont horreur de jouer avec moi à cause de ça. Et mais moi, j'ai horreur de jouer avec des batteurs qui courent devant, donc c'est réciproque. Voilà. Mais après, voilà, je crois que après, tu peux avoir un tempo plus ou moins large qui fait que tu peux t'accommoder du tempo de différents batteurs. Mais pour moi, c'est ça, comme disait, ça c'est une citation que nous avait donnée Barry Harris quand j'allais prendre des cours dans son atelier à New York, qui m'a dit, une citation qu'il attribuait à Sonny Stitt, qui disait Jazz is bass and drum, the rest is window dressing. The rest is Donc, window dressing, window c'est-à-dire les dressing. fondations de la maison, c'est la basserie et la basse, et le reste, c'est les rideaux. C'est les rideaux. Voilà. Window dressing. Donc, de la part de Sonny Stitt, voilà, quand on connaît et son sens mélodique, c'est assez parlant. Et je citerai aussi une autre interview que j'ai lue dans un vieux downbeat de Bill Evans, à qui on demandait quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui bute. Et Bill Evans répondait, il y a deux choses. D'abord le rythme, et ensuite et surtout le rythme. Voilà. Donc, je pense que, voilà, et au niveau de... Moi, je trouve, enfin, je pense que dans toutes les musiques de groove, justement, que ça soit le jazz, la musique latine, le soul funk, enfin, toutes les musiques de groove, qui viennent des musiques de danse, effectivement, ce qui est important, c'est, comme ils disent aux États-Unis, le lock entre la basse et la batterie, ou entre la basse et les timbales, ou la basse et les congas, dans la musique latine, par exemple. Mais moi, je vois trop de rythmique où ben, la basse et la cymbale de sont pas du tout ensemble.
Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. ça, quand on est un jeune bassiste ou un jeune batteur, je pense la première chose, avant de vouloir jouer des trucs fancy, des mesures asymétriques, des trucs, c'est que la ride et la basse doivent être ensemble. Quand tu écoutes Paul Chambers, Jimmy Cobb, Elvin Garrison, Ron Carter, Tony, c'est ça qui fait que ça marche. Des couples. C'est que la ride et la basse sont ensemble. Et s'il n'y a pas ça, le reste, quelque part, c'est du bavardage, quoi. Tu vois. Ouais, oui, ça tient pas la route après. Bon, c'est ma conception des choses que certains peuvent trouver limitatrices, mais tu vois, voilà, moi je pense que c'est la base, c'est la base. S'il n'y a pas ça, le reste, ça tient pas debout, quelque Non, part. mais ça me plaît beaucoup. Et je défends Et beaucoup aussi ce genre d'idées. Et c'est vrai que le fait de jouer les cordes en boyau, de chercher à avoir un son acoustique, de chercher à sonner bien avec un bassiste, c'est la base du jazz. On peut regarder les masterclass de Ray Brown, où il parle de ça, ou de Ron Voilà, Carter. exactement. Euh, et ils ont cette transmission-là. Et il s'est passé plein d'autres choses. Mais finalement, voilà, je suis ravi que tu en parles parce que c'est Bah, quelque chose le de... basique, c'est ça. Mais, même, j'ai eu récemment une interview de Marsalis qui disait un bassiste, bon, il fait des beaux chorus, tant mieux, mais ce qu'on lui demande d'abord, c'est d'assurer le tempo la base, parce que c'est le bassiste qui fait l'ancrage, si tu veux, et qui permet Mhm. au batteur d'un côté et au soliste de l'autre de pouvoir se libérer. Si il n'y a pas cet ancrage de la basse, et moi c'est ça qui m'intéresse dans le rôle de cet instrument-là, quoi, justement. Bien sûr. Tu Et vois, Marsalis, son bassiste, c'est Carlos Enriquez qui joue aussi des cordes en boyau et qui il fait pas de chichi, il reste en haut du manche et il a un groove ouais, absolument même fabuleux, ce gars. si c'est joué plein d'autres choses, voilà. Il sait le faire. Et, et, euh, Ouais. et la basse, c'est ça, c'est-à-dire que après, effectivement, quand tu vois un mec comme McBride, il a une virtuosité et une aisance sur l'instrument. Et alors, par exemple, McBride, il joue pas des cordes en boyau, Non, euh, tu vois. bien sûr. Mais Mm. je pense que après, c'est une question de choix esthétique. Mais c'est des gens, je pense que tous ces gens-là ont joué cordes en boyau à un moment donné. C'est-à-dire que t'es pas. Une fois que tu as trouvé ce truc de digging dans l'instrument, tu peux rejouer sur des cordes métal si tu préfères un son différent. Moi, je sais que j'ai horreur du son de la corde de sol en métal. Dès que tu vas au-dessus du ré, c'est bang bang, c'est une horreur. Bon. Donc, je préfère rester sur des cordes en boyau. Mais je joue beaucoup moins haut en action maintenant que je ne jouais à une époque. Et là maintenant je joue un jeu mix entre boyau et métal, c'est-à-dire les deux cordes graves sont en métal et les deux aigus, le ré et sol sont en boyau. Mais pour vraiment comprendre ce truc de time et pour la main droite aussi, par exemple, l'attaque de la main droite, pas jouer en danseuse du bout des doigts, là, comme on joue la basse électrique, ça a aucun sens, quoi, sur la contrebasse. Si tu, par exemple, pour faire un walk, euh, j'ai vu un tuto, par exemple, de McBride où il dit ça aussi. Tu fais pas un walk en alternant les deux doigts, ça n'a pas de sens. Un walk, ça se fait, c'est un seul doigt, et c'est comme pour l'archet, c'est la main qui articule et c'est le poids du bras dans la corde qui fait le son. Tu joues pas en danseuse du bout des doigts. Alors ça, par exemple, c'est ce truc de la main droite. Moi, c'est Wendell. Et c'est lui qui m'a montré le truc de technique de main droite pour avoir le son, la façon. Et en fait, voilà, pour moi, c'est la main droite, c'est comme l'archet. C'est comme pour l'archet, c'est le poids du bras qui repose dans la corde et tu articules comme ça avec. Et ça, sur les cordes en boyau, c'est une évidence, quoi. Si tu joues la main raide et du bout des doigts comme ça sur les cordes en boyau, ça sonne pas Ça et fait tu te rien. fais mal aux doigts en plus. C'est raide, voilà. Donc tu veux dire Et je que, pense que voilà, de utiliser des cordes en boyau, des cordes plus souples, ça t'a appris à jouer différemment, même si tu repasses sur des cordes d'acier, en fait. voilà, et je pense que pour un jeune bassiste, en tout cas quelqu'un qui veut jouer du jazz,
si tu veux, qui veut aller dans cette esthétique-là du time et d'avoir une projection de son acoustique, même il repasse par la suite pour des questions de goût, d'esthétique, sur des cordes en métal, et de prix aussi, parce que les cordes en boyau, ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est un argument, voilà, ça coûte cher. Mais ça a plus de longévité dans l'ensemble que des cordes métal, ceci dit. Mais je pense que c'est bien d'apprendre à un moment donné à jouer avec les cordes en boyau et une action très haute, quoi, tu vois. Très haute? C'est quoi très haute? Là, tu fais 3 cm là presque. C'est-à-dire que... Alors, justement, ça c'est intéressant. Il y a une interview, Ron Carter parle assez souvent de ça, notamment dans une interview qui est dans ce super bouquin d'Art Taylor, Notes and Tones. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire ça. Ah non, je ne connais pas. Il y a moyen de le commander sur Internet. Ça, c'est un bouquin que j'avais acheté à New York. C'est un bouquin d'interview fait dans les années 70 par Art Taylor, de plein de grands musiciens de jazz. Et pour moi, c'est le bouquin de référence sur le jazz, parce que justement, c'est Art Taylor qui pose les questions, donc il ne pose pas des questions idiotes, et en face, les autres lui répondent pas n'importe quoi, parce que c'est Art Taylor. Et donc, Ron Carter, dans son interview, parle justement de ça, que ça ne sert à rien d'avoir les cordes à une hauteur invraisemblable. En plus, ça dépend complètement des basses, du renversement de ta basse, de l'épaisseur de la table, etc. C'est-à-dire que sur certaines basses, si tu mets trop haut, tu vas brider la table et la basse, ça sonne plus non plus, si tu veux. Mais pour les cordes boyaux, je pense qu'à un moment, c'est bien d'apprendre à jouer quand même avec une certaine hauteur de corde. C'est-à-dire que faut que tu passes ta main en dessous des cordes, en bas de la touche, quoi. Tu vois ce que je veux dire, par exemple. Plus d'un centimètre et demi. 1,5 cm, 2 cm, voilà. Ça dépend des basses, il n'y a pas de règle absolue, hein, mais tu n'articules pas la main gauche de la même façon quand tu as des cordes en boyau qui sont un gros diamètre et avec une certaine hauteur, que quand tu as des cordes métal réglées à ras de la touche. Tu vois ce que je veux dire? Radicalement différent. Tu vois, tu es obligé de plus appuyer et de plus articuler au niveau de la main gauche, forcément, quoi. Tu vois? Parce que le son, pour en revenir à ces histoires de son, c'est pareil, ça sert à rien de tirer comme une brute à la main droite si ta main gauche n'est pas solide. C'est quand même la main gauche qui fait le son. Enfin, pour moi. C'est la pince que tu as à la main gauche qui fait que la corde, elle résonne ou pas. Tu vois? Et Bien donc, sûr. quand d'apprendre à jouer... Moi, je me rappelle justement quand j'étais à New York, j'ai pris quelques cours aussi avec Dennis Irwin, qui est un bassiste que j'aimais beaucoup. Et lui, il jouait sur une vieille American Standard. C'est des énormes basses en contreplaqué. Énormes. Et sa corde de mi, pour appuyer le sol, moi j'étais obligé de mettre toute la main pour appuyer le sol. Sinon la corde, j'arrivais pas à tenir. Tu vois, si je mettais la position en position premier degré comme on fait en classique, avec juste le petit doigt appuyé, ça faisait... Tu vois, j'étais obligé de mettre toute la main, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est ça que je veux... T'apprends un autre rapport physique à l'instrument quand même, de jouer en corde boyau. Voilà. D'où l'intérêt de passer d'une basse à l'autre. On apprend des choses en changeant d'instrument finalement aussi. C'est ça, d'aller faire le bœuf aussi, par exemple, sur une basse qui n'est pas la tienne. Après, voilà, c'est toute une question d'esthétique. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux développer en tant que bassiste. C'est-à-dire que être contrebassiste, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend de quelle musique tu as envie de jouer. Je pense que la première question que doit se poser un jeune bassiste, c'est quelle musique il a envie de jouer. C'est-à-dire que tu ne vas pas développer la même technique et la même approche de l'instrument si tu veux jouer comme Garcia Ponce, par exemple, dont tu as posté un truc, voilà. Bien sûr. Mais alors c'est merveilleux ce qu'il faut et Garcia Ponce dans son... Mais bon, pour moi, d'une part, c'est pas du jazz, et d'autre part, Garcia Ponce, il peut pas walker un blues. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend ce que tu veux. Exactement. Ce que tu veux faire. Tu ne pourras jamais faire
un walk qui tienne la route avec un batteur qui joue, si tu as un réglage comme celui de Garcia Fons. C'est pas possible. C'est une autre façon Voilà. de faire le pitch aussi. C'est une autre approche de l'instrument. Notre approche de Et l'instrument. donc, voilà, si tu as envie de jouer comme PC, eh ben, ou comme Wilbur Ware, ou comme Jimmy Merritt, ou comme Garrison, qui sont moi, les bassistes, ou Ron Carter, ou Sam Jones. Moi, c'est les bassistes qui m'ont donné envie de jouer cet instrument-là. Eh ben, faut développer une approche de l'instrument qui est quelque part la même que la leur. C'est pas une question de voilà, c'est quelle musique tu as envie de jouer. Si tu as envie de jouer du jazz, moi j'avais envie de jouer du jazz, ben, faut jouer faut jouer l'instrument comme des bassistes de jazz. Absolument. C'est-à-dire que c'est pour ça, par exemple, pour parler un peu plus technique aussi, que souvent, je trouve que tu vois, j'ai eu pas mal d'instruments, moi, au cours de mon parcours musical, dont quelques belles basses françaises. J'ai eu, entre autres, une très belle Jacquet à un moment que j'avais racheté à Henri Texier. Et, et c'est des instruments qui, pour moi, sont pas c'est pas l'idéal pour parce que c'est les instruments, les beaux instruments français très souvent sont conçus comme des violoncelles pour timbrer beaucoup, mais elles n'ont pas de bounce. L'action de la corde est trop lente, c'est-à-dire le son vient après. T'entends, tu vois ce que je veux dire? T'as pas ce poum que t'as. Je trouve souvent les basses allemandes, moins d'épaisseur de table mais plus de voûte, ont un rebond plus direct et plus de bounce. Donc y a ça aussi. Bon, après, tu as par exemple l'exception de Charlie Haddon qui jouait sur sa magnifique Villaume et qui la faisait sonner. Bon, mais en même temps, Charlie Haddon, avant d'avoir la Villaume, il jouait sur une Pullman et il faisait sonner sa Pullman comme il faisait sonner sa Villaume. Et on en revient à ce qu'on se disait par message ce matin. C'est le musicien qui fait le son et pas l'instrument. Voilà, voilà. Tu vois. C'est pour ça que moi, par exemple, pour en revenir aux instruments, j'ai eu, je crois, si je fais le compte, j'ai eu 8 contrebasses différentes au cours de ma... Et la dernière belle contrebasse que j'ai eue, celle que j'ai jouée le plus longtemps, c'était une Jusek que j'avais achetée à New York, enfin que j'avais échangée à New York contre la basse française que j'avais ramenée de Paris quand je suis allé à New York. J'avais ma basse à l'époque, donc j'avais eu une Mangenot qui sonnait très bien d'ailleurs, mais c'était une basse, donc Mangenot c'est un luthier parisien, et c'était une basse qui venait des ateliers de Tournier à Paris, et qui était jamais sortie de Paris. Et quand je suis arrivé à New York, la pauvre basse, avec le climat là-bas, elle s'est littéralement désossée de partout. Et au bout d'un moment, elle était dans un état tellement piteux qu'elle sonnait plus du tout. Et moi, j'avais pas les moyens de la faire restaurer comme il aurait fallu l'ouvrir, tout refaire dedans. Mmh. Et donc, je l'ai changé chez un luthier qui s'appelait Paul Biasi, je crois qu'il n'exerce plus, puisqu'il était déjà âgé à l'époque, qui était 58e rue. Et je lui ai changé ma Mangenot contre une Jusek, et qui était une basse fantastique. En fait, Jusek, c'était un importateur, il ne fabriquait pas des basses. Il mettait son tampon sur des instruments, mais c'est pas lui qui les fabriquait. Mmh. Il avait 3 qualités de basse, et là, c'était les Jusek haut de gamme, le même modèle que celle que joue par exemple Richard Davis, voilà, avec les coins violoncelles, tout ça, et qui était une basse fantastique, très puissante, que j'ai gardé longtemps parce que justement ça me permettait de jouer acoustique, même avec Christian, quand on jouait au début, ou quand je suis rentré de New York, que j'ai commencé à jouer avec Christian c'était donc 96. On jouait au Sunset en bas et je jouais acoustique avec Christian. Tellement cette basse-là était puissante. Ouh là là. Donc, ça c'est énorme. Et cette basse-là, voilà,
c'est la dernière belle basse que j'ai. Et par exemple, pour faire du jazz, ça fonctionnait beaucoup mieux que la jaquette que j'avais achetée à Henri, tu vois, Qui était plus cher. une très belle basse française, Mhm. mais qui était loin d'avoir ce punch et cette projection qu'avait la Jusek. Et en Enfin, fait, la Jusek, je me suis renseigné, c'était des basses qui étaient fabriquées en Allemagne par un luthier qui s'appelle Emmanuel Wilfer, dont les descendants fabriquent toujours des basses d'ailleurs. Et c'est une très belle basse, mais que j'ai revendue, là, je l'ai revendue en 2012 à un élève à moi, parce que d'une part, il avait besoin d'une belle basse, et puis d'autre part, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu es un jeune musicien, c'est bien d'avoir un bel instrument pour passer à un certain cap, bien sûr. je pense, si tu Mm. veux. Tu vois, et lui, il était à un cap où il avait une basse assez médiocre et il avait besoin d'un bel instrument pour pouvoir évoluer. Bien sûr. Et moi, du coup, par contre, euh, je jouais beaucoup moins et cette basse, elle sonnait monstrueux, mais elle avait un grand inconvénient, c'est qu'elle avait un diapason de 109. Et Ah, j'ai pas des très grandes mains, je suis pas très grand, on et au parlera de bout d'un ça. moment, Mm. C'est fatigant. voilà, 109, Très fatigant. voilà, c'était un peu fatigant. Mais c'est aussi pour ça qu'elle sonne. C'est-à-dire qu'elle C'est a sûr. un très long diapason C'est sûr. et Et ouais. c'est pas une basse énorme, mais voilà. Et donc maintenant, je joue une petite basse hongroise que j'ai acheté 5000 balles. J'ai fait très bien régler par James Sauvelin et qui sonne terrible. Qui sonne pour, tu vois, qui est pas une basse incroyable, mais qui projette. Elle a un diapason de 104, donc beaucoup moins fatigant. Et elle projette et elle a justement ce que j'aime bien, un bounce très direct, une projection très directe, le son qui vient tout de suite, pam, comme ça, et Voilà. qui permet d'être tight au niveau du tempo. Ça va. Plus Tu que le vois. sustain. C'est plus ce que tu appelles le bounce. Pour Mm. moi, en tout cas par rapport à ce que j'ai envie de jouer dans cette musique-là, le sustain, quelque part, je m'en fous. Ça n'a pas d'intérêt pour un walk. Au contraire, un son trop long, c'est pour ça que je trouve que, bah, justement, plein de bassistes français qui jouent sur des belles basses françaises, et quand ils te font un walk, t'entends bah, 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 bah. Comment veux-tu que ça groove? Tu vois ce que je veux Il dire? faut de la S'il dynamique veut que dans le ça son. groove, il Ouais. faut que top, 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 top. C'est-à-dire que, quelque part, historiquement, euh, quand Kenny Clark a libéré la batterie au moment du bebop, c'est la basse qui a remplacé la grosse caisse. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que la batterie ne jouait plus tous les temps à la grosse caisse, doum, 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 doum. Mhm. Et ça, c'est devenu le rôle de la basse. Donc, il faut que quand tu fais un walk, chaque note que tu joues sonne comme un coup de grosse caisse. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Que ça ait Exact. cet impact-là. Toum, Mhm. toum, 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 toum. Absolument. Si tu as un son qui bat, qui fait bla, 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 tu peux pas avoir cet effet-là. Et tu peux pas être tight au niveau du tempo. Tu vois? Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, je préfère un son. Et c'est aussi l'intérêt des cordes boyaux, c'est-à-dire que tu as un son court, avec beaucoup d'enveloppes, Mhm. qui résonnent, mais pas cette espèce de sustain baveux que tu as avec les cordes métal, surtout si elles sont réglées à 5 mm de la touche, tu vois, où ton son il fait bang, bang, bang. Tu peux pas groover avec un son comme ça, c'est pas possible. Tu Exact. peux jouer des choses, des jolies choses mélodiques, etc., mais tu vas pas groover. Tu peux pas être tight avec un son comme ça. Voilà. Encore une fois, c'est un choix d'esthétique. Exactement. Enfin, Donc, moi, c'est si on fait plusieurs types de musique, parfois on a besoin de plusieurs contrebasses ou plusieurs, au moins, types de cordes, parce on peut pas faire bien certains types de musique, en particulier pour le swing, avec des setups faits pour l'archer, etc. Bah après, ça dépend parce que, tu vois, moi je me suis rendu compte, par exemple, il y a des musiciens classiques. En France, on a tendance au niveau. C'est pareil, c'est des questions d'école.
tu vois les musiciens classiques en France, ils jouent souvent effectivement avec très peu d'action et des basses avec tu sais, les basses françaises avec les compas d'épaule, là, un son super nasillard. Ils recherchent un son qui timbre très proche Violoncelle. du violoncelle. Mais c'est pas le cas du tout quand tu vas par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, où les contrebassistes, en Angleterre, tous les contrebassistes d'orchestre, ou en Allemagne, ils jouent sur des énormes basses d'orchestre avec de l'action et ça développe, tu vois ce que je veux dire, c'est une autre approche du truc. Exact. En France, c'est pour ça qu'en France, les orchestres symphoniques, ils sont très bien pour jouer de la musique impressionniste, jolie, tout ça, mais quand il faut jouer une symphonie de Beethoven ou du Stravinsky, c'est pas C'est aussi moins leur tight point fort. voilà que les orchestres américains ou anglais ou allemands, tu vois. Voilà. C'est pas Donc leur c'est point vrai fort. que autant soit dans le jazz, dans la musique moderne et dans le classique, il y a plein d'écoles différentes, il y a plein de Il y a plein matériels d'écoles différents. différentes. Voilà. Voilà. Après, c'est une question de. C'est pour ça on revient à ce que je disais tout à l'heure. La première question qu'un jeune musicien doit se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Alors après, ça peut évoluer aussi. Moi, c'est pour ça aussi que Sûr. j'ai changé pas mal de fois d'instrument parce que au fur et à mesure que j'évoluais dans la musique, tu sais de plus en plus précisément quel son tu veux, comment tu as envie de jouer et tu cherches un instrument aussi qui répond à ça, quoi. Exact. Donc, c'était passionnant et en même temps, voilà, de cibler son objectif. Et tu nous as raconté l'histoire du jazz de façon merveilleuse. Du coup, je pense que ça donne beaucoup de grain à moudre avec beaucoup de références pour les gens qui s'intéressent à ce type de son du jazz, on va dire, qui groove avant tout. Et Ouais. Oui, et puis c'est ça, c'est une question d'esthétique. Moi, je sais que voilà, le touche, c'est quand même tout ce qui s'est fait, je dirais, on va dire, entre 1950 et 1965, quoi, tu vois. Et donc, ça va de Blanton jusqu'à Ron Carter et Garrison. Et voilà. Donc, même si j'aime beaucoup de choses qu'on puisse faire après, mais pour moi, voilà, ce qui m'a amené à cette musique-là et qui fait que j'aime cette musique-là, c'est ce qui s'est fait dans cette période-là, quoi. Donc, quand tu écoutes les bassistes qui jouent, et, et même au-delà des différentes esthétiques, parce que ça soit Ray Brown ou Scott LaFaro ou Charlie Haddon ou Ron Carter, ils jouent pas pareil, mais ils jouent tous quand même un mini. Ils ont tous en commun cette approche du son et cette approche du time qui fait bien sûr, que, qui sont bons. voilà. Qui sont bons. Voilà. Oui, en plus, bon, c'est quand même, ça reste quand même les références. Et alors là-dedans, chacun peut avoir ses préférences. Et moi, je sais que mes bassistes de prédilection, ça reste Garrison et Wilbur Ware. Voilà. Ok. Alors peut-être pour terminer, tu nous donnes quel est l'album de Garrison que tu nous ferais écouter là ce soir? Bah, tout ce qu'il a fait avec Coltrane, bon, c'est pareil, c'est pas. Moi, la musique de Coltrane, ça reste quand même. Mais voilà. Mais pour l'écouter en dehors, justement, c'est intéressant, moi, je trouve, pour parler de Garrison, par exemple, c'est intéressant de l'écouter en dehors de ce qu'il a fait avec Coltrane. Par exemple, The Message, l'album The Message de J.R. Montrose, ou sur Swing Swan Swinging de Jackie McLean, ou voilà, ou sur le disque de Benny Carter, là, comment il s'appelle ce disque-là,
Ah, j'ai encore un trou de mémoire. Oui, oui. Attends, 30 secondes, je te dis ça tout de suite. Voilà. Further Definition. Further Definition de Benny Carter où Garrison joue avec Joe Jones. Tu vois, bon, là. Du Mais beau bon, linge. moi, si j'ai un disque à conseiller aux gens pour écouter ce qui, pour moi, est le. Ah, il y en a. C'est toujours pareil, donner un seul disque, mais c'est de Chicago Sound de Will Burwell. Si elle est. Voilà. Ok, La base, pour on va aller moi, écouter ça. c'est ça. The Chicago Chicago. Sound de Will Burwell. Ok, The Chicago Sound de Will Burwell. super. Bah écoute, Voilà. Manu, on a fait quand même 1h17 d'interview. C'est la folie. C'est, Bon, tu vas pouvoir tailler là-dedans. je vais pouvoir tailler là-dedans. Mais énorme merci pour ton partage Bah, écoute, avec plaisir. d'expérience. Merci à toi. Ok. Et puis, keep grooving. Keep grooving. Ciao, Voilà. merci Manu. Keep Ciao. grooving. Salut, merci. Salut.